On est dimanche soir. J'aurais dû logiquement te filmer ce qu'on allait faire sur le camping-car Leica puisqu'Eva est arrivée hier midi. J'avais la fête du quartier. Donc la fête du quartier, moi je m'attendais à un truc où bon, on allait manger et puis voilà, l'après-midi on allait repartir et tout était terminé. Mais alors j'ai pas filmé, mais c'était vraiment une fête de quartier de folie quoi, hein, franchement. C'était vraiment génial, ça a duré 2 jours. Donc là on est dimanche soir, tu vois, il est 8h30. Et bah, Eva est reparti, bien sûr. Du coup, on n'a quasiment rien fait dans le véhicule. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que je suis vraiment tombé dans un quartier où les gens sont vraiment formidables, quoi. Voilà plus de 3 ans que je suis propriétaire de ce Franca 840, je sais plus quoi, hein. Et donc je voulais un peu revenir sur les petites choses qui arrivent régulièrement quand tu as un camping-car et puis que tu l'utilises comme moi je l'utilise, hein, comme mon habitation. Je vais te parler un petit peu des petits problèmes que tu peux rencontrer, ce qu'on peut éventuellement lui reprocher. C'est plein de qualités, hein. Je dirais, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles tu vas revenir d'une façon un peu récurrente parce que déjà, c'est pas des engins qui sont faits pour vivre à l'année. Normalement, un camping-car, c'est pas fait pour y habiter toute l'année. Et puis, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, il y a une qualité de fabrication qui est certes meilleure que dans les autres marques, mais sur laquelle aussi on peut rencontrer quelquefois quelques petits problèmes. Donc, on va relater un petit peu tout ça. Je vais te parler un petit peu de tout ça. On va faire le tour ensemble. Et comme ça pourra te donner un aperçu de ce qui t'attend au moment où tu décideras d'acheter un camping-car, sur ce qui peut t'arriver éventuellement et sur ce qu'il faut que tu sois prêt à gérer si le problème venait à se présenter. Je ne vais pas te relater les problèmes dans l'ordre, hein. Ça va être un peu décousu. Au niveau de la motorisation, j'ai eu un petit souci que tu as dû, si tu me suis depuis longtemps, tu as dû en prendre connaissance. Un petit souci au niveau de l'écoulement de l'eau, en fait. L'eau qui vient ici, là, sur la gouttière, sur la baie de pare-brise, elle coule, elle vient sur une plaque en métal, un support de boîtier électronique, et ensuite ça coule sur le moteur. Ça coule sur le moteur, sur le corps du papillon. Donc le corps du papillon, c'est un papillon d'air, hein, ça régule un peu l'air qui rentre dans le véhicule, et du coup, dessus tu as un espèce de pièce, alors on ne le voit pas parce que c'est entre le radiateur et le moteur, mais tu as comme une espèce de boîtier dans lequel il y a une fiche qui arrive, et quand l'eau elle coule, cette fiche elle finit par s'oxyder, et ça finit par te créer des pertes de courant, et donc ton véhicule il finit par tourner, surtout quand tu le démarres, il tourne comme une patate. Donc c'est pas grand chose, il y a juste la fiche qui raccorde ce boîtier de papillon à démonter, et tu y mets un petit coup de produit anti-humidité pour améliorer les connexions, et c'est résolu. Moi ça s'est résolu comme ça, et ensuite il existe chez Fiat ou chez Citroën un petit bac récupérateur qui récupère cette eau et qui va l'envoyer ailleurs. C'est un tout petit souci, mais c'est un souci qui peut quand même avoir des conséquences, parce que si tu l'emmènes chez le réparateur, lui il va pas te passer du produit sur la fiche, hein. Il va carrément te changer le corps du papillon en entier. Et là c'est une ardoise qui peut te coûter entre 5 et 800 euros, je pense. Sur la partie avant, l'autre problème que j'ai rencontré, c'est les feux qui se jaunissent et qui deviennent un petit peu opaques. Alors, tu as la solution de les faire polir, hein, et de les faire revenir transparents, ou tu as la solution de les remplacer comme ce que moi j'ai fait. Alors tu vas me dire c'est pas très écolo, mais les deux feux ça m'a coûté, de mémoire je crois que c'était 120 euros ou 130 euros. Ça coûte pas très cher, et j'ai mis des feux neufs et là c'est parfaitement transparent. Un autre problème que j'ai rencontré, c'était au niveau des clignotants de rétroviseur. Un jour, je me suis arrêté, il y avait de l'orage d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un rapport. Je me suis arrêté et j'ai commencé à fermer mes rideaux et tout.
sans trop m'occuper de l'extérieur. Et puis je regarde par la fenêtre, bonne demi-heure après m'être arrêté, et je vois qu'il y a de la lumière. Et en fait, ça, c'était resté allumé, mais ça clignotait pas. C'était juste allumé. Alors qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fondu l'intérieur du clignotant, ça m'a fondu la partie orange, et ça m'a grillé les ampoules, bien sûr. Enfin, je pense qu'elles étaient grillées. Bah, il a fallu que je change les transparents, et ça n'a pas fonctionné tout de suite. Je ne sais pas comment t'expliquer, je ne sais pas comment ça s'est réparé en fait. Parce que j'ai remis les ampoules qui paraissaient bonnes, j'ai changé les ampoules qui étaient bonnes, qui étaient neuves, et ça ne marchait pas. Et récemment, j'ai redémonté, j'ai enlevé les ampoules, j'ai passé un petit coup d'anti-humidité, je les ai remises et ça a fonctionné. Alors un autre problème sur ce véhicule, tu vois là il est sur cale. Si par exemple tu décidais de mettre le véhicule sur une seule cale parce que tu as l'avant un petit peu penché comme ça, ce que moi j'ai beaucoup fait, eh bien tu vas avoir, comme il y a une capucine, tu vas avoir toute cette partie là qui va travailler en fait. Le problème c'est que le véhicule est sur un châssis Alco et il y a pas mal de torsions. Tu as des grosses plaques boulonnées ici en dessous où ton châssis vient se fixer au longeron existant et ça travaille beaucoup plus qu'un châssis d'origine. Donc, véhicule étant quand même assez haut et assez long, quand tu mets une cale d'un côté seulement, tu as une torsion et du coup ça te coupe les joints qui sont ici. Voilà, ça te coupe les joints, ça te fend les joints qui sont de l'autre côté. C'est régulièrement, il faut refaire les joints parce qu'ils se fissurent en fait, hein. Ils se fendent, même en les grattant bien, en mettant j'ai un produit spécial, un primeur pour les joints, silicone, ça finit toujours par lâcher. J'ai ensuite eu le problème du chauffage. Alors le chauffage auparavant, il était là en dessous, c'était un Eberspacher, donc c'est un chauffage gasoil qui fonctionne avec un système à l'intérieur, un système Aldé, donc c'est un système de chauffage central, c'est des tuyaux qui circulent tout le tour du camping-car, et tu te chauffes, et le chauffage il était extraordinaire, et il l'est toujours d'ailleurs, le système Aldé, c'est le meilleur chauffage que tu puisses avoir sur un véhicule, un camping-car, hein. Le problème c'est que je l'ai changé 2 fois la chaudière en fait. Il y avait la chaudière d'origine, je pense qu'elle avait déjà dû être touchée pas mal de fois, et je l'ai changée, parce que ça déconnait. Alors il faut savoir qu'après avoir pris un renseignement, un Eberspacher quand il tourne tous les jours, quasiment une fois par an, il faut faire une révision. Il faut savoir que la révision, elle te coûte environ 800 €. Et moi, le chauffage, je l'ai trouvé à un tout petit peu en dessous de 1000 € neuf, en le faisant venir de l'Angleterre. Ce qui fait que j'ai remonté ce chauffage, 1 an après, j'ai eu le même problème. Et je pense que tous les ans, j'aurais eu ce souci. 1000 balles, un billet de 1000 balles tous les ans, je me suis dit non, là ça suffit. Donc j'ai monté un système, la chaudière Aldé, qui va donc avec le système d'origine, qui a pris la place donc d'un cumulus ici. Il y avait un ballon d'eau chaude que j'ai viré, puisque la chaudière Aldé, c'est un tout en un, elle fait à la fois l'eau chaude et la circulation de liquide dans les tuyaux. En plus, elle fonctionne à l'électricité, ce qui veut dire que quand je suis branché au courant, eh bien, je peux la faire fonctionner uniquement qu'avec le courant. Si bien sûr les prises le permettent, hein. Parce que quand tu as du 6 ampères par exemple, souvent dans les camping-car parcs tu as du 6 ampères, c'est souvent eux d'ailleurs qui sont ouverts toute l'année et tu peux en trouver même l'hiver. 6 ampères, ça te permet de la faire tourner avec un peu de chance à 2000 watts. Mais quelquefois à 2000 watts, ça, tu fais sauter le disjoncteur. Donc après, tu es obligé de compléter avec le gaz, bien sûr. Mais bon, là, depuis, j'ai pas eu de souci avec cette chaudière. Il faut dire qu'elle est quand même relativement neuve, puisque je l'ai changée l'année dernière, hein. On a un châssis qui est très bas de l'avant. En fait, sur ces véhicules, en option, sur le châssis Fiat Maxi comme celui-là, et même sur les autres d'ailleurs, tu peux avoir des jambes de force renforcées, ils appellent ça. C'est des jambes de force qui sont un peu plus hautes et qui vont te changer l'assiette du véhicule. Ça va résister un peu plus au poids. Là, je pense qu'on est sur une configuration normale, sans l'option. Donc, on a un véhicule qui plonge un peu de l'avant. Ce qui veut dire qu'il est très très bas. Hein, très très bas. Quand il y avait les Eberspacher, je frottais le tube d'échappement de l'échappement du chauffage. Et au milieu du véhicule, tu as l'échappement. Et là, l'échappement, le mien, il est... c'est pas une galette, hein, mais il est tout abîmé en fait. Il est tout abîmé. Et je vais même te dire, à force, ça a fait sauter la tôle de protection. Il y a une tôle de protection qui fait partie de l'échappement, qui est soudée à l'échappement, qui a sauté, qui a dégagé. Un beau jour, je roulais et j'ai entendu un frottement, mais abominable. La tôle, en fait, l'air prenait dedans et la tôle, elle plaquait au sol. Et j'ai dû m'arrêter et j'ai dû l'attacher avec quelque chose pour éviter qu'elle frotte.
Et puis j'ai fini par l'enlever. Donc là, maintenant que j'ai une fosse, je vais certainement me faire le remplacement de l'échappement. Je vais d'abord attendre de... Parce que j'ai eu un contact, c'était avant le Covid. J'avais un contact avec une société où on avait discuté pour changer les jambes de force, essayer plusieurs systèmes et faire une vidéo pour, dans le but de renseigner un peu tout le monde sur ce qui est possible de faire sur les engins comme ça, qui sont très bas de l'avant. Donc on en a reparlé il n'y a pas longtemps, donc normalement je devrais le rencontrer dans pas longtemps. Et à partir du moment où le véhicule sera relevé, bien à ce moment-là, je remplacerai la gamelle d'échappement pour avoir quelque chose qui soit propre en dessus. Alors, autre problème que j'ai eu en dehors de l'usure normale, bon, il y a eu les disques à faire, les plaquettes, hein, parce que ça use beaucoup de freins quand même. Hein. J'ai eu un étrier qui a grippé. Bon, là apparemment, j'ai plus le problème. Je pense que la dernière fois, ce que j'ai fait, ça a résolu le problème. En fait, il y avait un cache-poussière qui avait sauté et du coup, je pense que le piston, il devait rentrer, il ne devait pas rentrer correctement. Et aujourd'hui, ça freine sans problème, jusqu'à la prochaine fois. Il est très possible que j'ai à remplacer les deux étriers un jour ou l'autre. Hein. Alors ça ne concerne pas du tout le véhicule en lui-même, ça concerne un peu les options. J'ai sur ce véhicule, alors là maintenant j'ai une imprimante 3D, je vais pouvoir le refaire, mais le tuyau du SOG qui a fini par se couper à force d'ouvrir et changer les cassettes. Voilà, donc j'ai réparé avec un tuyau, avec deux morceaux de tuyau pour pouvoir conserver le côté un peu coudé. Et cette pièce, donc, la petite pièce qui maintient le ventilateur, et bien là c'est pareil, j'ai réparé avec de la pâte en deux composants, tu sais, comme je t'en parlais la dernière fois pour les bacs à douche, c'est très solide. Tu peux même tailler, tu peux même usiner si tu veux cette pâte, elle est vraiment très costaud. Et ça n'a pas bougé depuis. Mais là, j'ai trouvé sur internet, sur les sites spécialisés pour ceux qui veulent imprimer de la pièce, j'en ai trouvé une que je pourrais éventuellement réimprimer. Alors ça tombe bien parce que je suis en train d'essayer le PTEG, qui est beaucoup plus solide que le PLA, qui subit moins les hautes températures en fait. Et je vais certainement faire cette pièce dans cette matière. Sur l'arrière, c'est pareil. Là, j'ai roulé longtemps avec la moto dans le coffre, donc le véhicule était quand même relativement bas à l'arrière, parce qu'en fait, c'est une soute qui est capable de supporter beaucoup de poids. Je crois que c'est plus de 350 kg. C'est 350 kg, il me semble. Mais par contre, quand tu as 350 kg dedans, le véhicule est un peu plus écrasé. Même là, hein, de toute façon, je touche quand même. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai touché le bas du pare-choc. Une fois, je suis même passé, tu sais, souvent sur le milieu d'une allée ou d'une entrée de maison, tu as souvent une petite pièce métallique au milieu pour pouvoir fermer les portes et les crocheter, les portes du portail. Et ça s'est accroché. Heureusement que j'avais quelqu'un derrière qui m'a dit stop, parce que sinon je pense que j'aurais carrément arraché le pare-choc. Donc ça, je pense que ça doit arriver assez souvent aux camping-caristes. C'est quelque chose où il faut être très très vigilant quand tu as un véhicule qui a un grand porte-à-faux, de ne pas arracher ton pare-choc arrière parce qu'ils sont toujours très très bas. Autre problème sur la soute arrière. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur la soute arrière? En fait, l'eau, elle ruisselle le long du store. Elle vient ici. Le joint, bon, il est bien écrasé, mais malgré tout, quand il pleut beaucoup, selon comment le véhicule est penché, eh bien l'eau, elle vient et elle rentre à l'intérieur du garage. Donc il vaut mieux s'en rendre compte assez vite parce que sinon ça peut te pourrir. En fait, il est super bien protégé le garage. Hein. Le garage est super bien protégé parce que tu as une tôle en alu au sol. Alors ça c'est pareil, pendant qu'on y est, c'est pareil, là, la serrure, elle a lâché plusieurs fois, je l'ai réparée. Bon, maintenant avec l'impression 3D, si jamais ça venait à lâcher, je pourrais refabriquer la pièce. Parce que les pièces elles prennent du jeu et ensuite tu te retrouves avec une serrure qui ne s'ouvre plus ou qui ne se ferme plus. Là tu vois, pour l'ouvrir par exemple, je suis obligé de bien appuyer avec le genou, sinon ça ne s'ouvre pas. Et là, le joint ici, il y a deux joints, l'eau s'accumule là et elle finit par déborder et aller à l'intérieur. Alors, c'est un panneau sandwich, il est recouvert d'une tôle antidérapante, et en dessous, on a une feuille sur tout le véhicule, on a une feuille en nylon, donc les projections d'eau, par exemple des roues arrière, ne peuvent pas pourrir le plancher. Donc ça, c'est super bien foutu, mais par contre, au niveau de la porte, là, oui, il faudrait presque un déflecteur là au-dessus, tu vois, à l'endroit du store. Si le store avait peut-être été un peu plus large, peut-être ça n'aurait pas coulé dedans. Il faudrait presque avoir une espèce de déflecteur
Comme d'ailleurs sur l'avant à la Capucine, tu as les deux vitres latérales, il ne rentre pas d'eau, mais par contre il y a une prise au vent assez importante parce que les fenêtres n'accompagnent pas la Capucine. Donc tu verras, je te montrerai tout à l'heure, c'est un peu ouvert, c'est d'origine, c'est comme ça. J'ai jamais eu de fuite, hein, par contre. Tant qu'on y est, on est sur l'extérieur. Un autre problème que j'ai eu, c'est au niveau des baies. Ça veut dire que le véhicule se dilate, tu vois, il se dilate, et après avec les années, tu as un joint qui s'appelle, c'est un joint butyle. En fait, le joint butyle, c'est un joint en bande, et il est collant. Et avec les changements de température, le soleil, puis après le froid, et ben ce joint commence à sécher et se rétracte. Et du coup, tu as de l'eau. Alors l'eau, elle passe, elle fait pas trop de dégâts. Parce qu'en plus, là, tu as le Franca, tu as une structure en aluminium, en fait. Hein. Tu as du panneau sandwich avec une espèce de polystyrène, hein, du stérodur ou ce que tu veux, tout se ressemble. Tu as un panneau sandwich et tu as une structure avec des profilés en aluminium. Alors, l'eau, elle coule et elle vient dans la gouttière à l'intérieur, tu vois. Et si la gouttière est pleine, après, ça déborde. Alors la solution, au moment où ça t'arrive, tu mets un chiffon qui trempe dans la gouttière et tu le laisses sortir. Et l'eau, elle va s'évacuer, en attendant que tu répares. Après, si tu veux faire une réparation de fortune, tu fais un joint à l'extérieur, mais tu ne le fais pas en dessous. Parce que si tu le fais en dessous, si l'eau elle continue à couler, elle va s'accumuler, là par contre elle va toute pourrir, parce qu'elle ne pourra pas sortir. Donc, tu te fais un joint sur tout le pourtour, et au moins tu stoppes l'hémorragie. À terme, il faut démonter la baie et refaire ton joint au butyle. Ça c'est, je veux dire, voilà, quand tu vois un véhicule qui a ça, ça veut dire que moi je l'ai, tu vois, j'ai pas encore refait le joint. Ça veut dire que j'ai pas démonté la baie pour refaire le joint parfaitement au butyle, alors qu'il faudrait le faire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur le toit, parce qu'il y a un autre phénomène aussi. Les infiltrations, en fait, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Le problème, c'est quand elles ne sont pas gérées que c'est grave. Mais il peut y avoir des infiltrations, si elles sont surveillées, au moment où elles arrivent. Moi, j'ai eu des lanterneaux qui se sont mis à fuir à l'intérieur, hein, parce que c'est pareil, on a le même problème. En plus, c'est sur le toit, donc la dilatation est beaucoup plus importante. Bah, il suffit de démonter le lanterneau, de gratter le joint butyle, de le nettoyer, la fenêtre de toit ou de la changer, hein, et de refaire un joint propre, et puis t'es plus embêté, t'en as pour 10 ans, quoi. Autre problème, ça a été le frigo. Ça, c'est les grilles du frigo, donc tu y accèdes assez facilement. Tu vois, les grilles ont déjà été remplacées parce qu'elles finissent par jaunir, ça finit par casser, à être cassant, le plastique devient cassant, et du coup, tu es obligé de les remplacer. Donc là, moi, j'en ai mis des neuves. Par contre, derrière, tu as le brûleur, tu as la cheminée, donc il y a une cheminée qui évacue les gaz brûlés, tu as tout un tas de choses qui appartiennent au frigo. D'ailleurs, il sort souvent du chaud d'ici, hein, parce que c'est un échange gazeux, je sais plus, je pourrais pas vraiment t'expliquer, c'est trop compliqué, mais toujours est-il que j'ai eu quand même quelques soucis avec ce frigo. Alors, c'est des soucis que tu arrives à résoudre. Hein. C'est pas des soucis qui te remettent complètement tout en cause et où tu es obligé de changer le frigo. Il est très très rare qu'on ait à changer le frigo. Il faudrait vraiment que l'agrégat se mette à fuir. L'agrégat, en fait, tu as un tuyau à l'arrière, un serpentin. Bah, quelquefois, oui, dans des cas extrêmes, si vraiment ça se met à fuir, là, tu n'as pas le choix. Il vaut mieux changer le frigo. Mais hormis ce problème, quand l'agrégat se colmate, tu peux le vibrer. Il y en a certains qui enlèvent le frigo, qui le retournent, mais à la vibration avec moi, c'est des gens qui me suivent depuis un moment, savent avec quoi j'ai réparé les frigos. Tu le vibres et puis ça repart. Quelquefois même, il suffit de débrancher le frigo pendant 24 heures, tu vois, la carte se réinitialise, tu rebranches et ça remarche. Et quelquefois ça vient aussi du gaz. Alors après il faut voir, il faut faire un diagnostic en fait, hein, en fonction du problème que tu as. Si le frigo fonctionne à l'électricité mais plus au gaz, ça veut peut-être dire que tout simplement ton brûleur il est pourri, il faut le nettoyer, il faut peut-être changer le chicleur, le nettoyer, peut-être que la bougie d'allumage elle est morte, voilà. Mais ça se répare toujours. Il n'y a rien je connais peu de frigos comme le mien, alors les nouveaux oui c'est autre chose, mais dans ces modèles-là, c'est rarement à changer en fait. Ça se répare quasiment tout le temps. Les joints. Tu vois, là, les joints. Alors, j'ai un abonné qui a fait la recherche. Il a un Franca aussi. Il m'a communiqué les références. Je vais commander un joint, mais tu vois, là, le joint, il est découpé. Là, c'est à force de monter. Là, tu montes, on est nombreux à monter. Et du coup, le joint, il finit par se découper, s'user. Et puis, tu finis par devoir le changer. Ça, c'est un premier point. Ici, on a des serrures de points. Mais ça, ici, à un moment donné, ça s'était déformé. Donc, j'ai dû le remettre comme il était, comme il faut.
j'ai dû le régler. Ça peut arriver que ta porte, elle plaque pas sur les deux serrures et que tu aies des réglages à faire, que tu aies même quelquefois détordre la barre qui est ici, parce que quelquefois elle finit par se... C'est pas de l'acier trempé, je pense, hein, et l'acier finit par se déformer un peu, donc il suffit de rentrer un tube, et en faisant bien attention de ne pas arracher la paroi, bien sûr, hein, faut pas y aller comme un bourrin, et de redresser un petit peu cette gâche là, hein, en fait. Hein. Je sais pas si ça s'appelle une gâche d'ailleurs, enfin. Ça c'est un premier point. Un autre point qui est un peu enquiquinant aussi, c'est qu'ici, tu vois, tu as le marchepied électrique. Bon, ben moi, je ne le sors plus, parce que quand j'appuie ici, ça bouge là. Il faudrait que je renforce, en fait, à force de monter, comme il est fixé sur un morceau qui n'est pas rigide, ça finit par... voilà, quoi, hein, tu vois, il finit par bouger un peu. Alors moi, je ne veux pas le casser, j'ai arrêté de m'en servir. Je vais fabriquer un châssis, un morceau de châssis, un morceau qui viendra se fixer au châssis, pour renforcer tout ça, soit plus costaud et mettre à la limite en dessous là un renfort. Et là je vois que ça ils ont déjà eu, l'ancien propriétaire a déjà dû avoir le problème. Ça a bien vérifié aussi au moment où tu achètes le véhicule. Bon après voilà, c'est juste une histoire de négociation parce que ça ne remet pas en cause la bonne marche du véhicule. Hein. C'est quelque chose qui est récurrent et qui doit arriver sur quasiment tous les modèles. Hein. Surtout que les enfants quand ils descendent, eux, ils descendent pas avec un pied de velours. Hein. Ils s'assautent. Hein. C'est à peu près tout pour l'extérieur. C'est déjà énorme, tu vas me dire, mais c'est incroyable quand même tout ce qui t'arrive. Mais je pense que ça, c'est normal. Hein. Là, faut pas... Alors c'est sûr que quand tu achètes un véhicule neuf, si t'arrive des choses comme ça, c'est agaçant et c'est pas normal. Mais sur un vieux véhicule, il faut quand même t'attendre à avoir des problèmes. C'est des petits problèmes qui se... Il y a toujours un peu de bricolage, c'est un peu comme sur un bateau, tu vois. Tu as toujours des petites choses à régler. À part ça, c'est tout. À l'extérieur. On va te montrer maintenant à l'intérieur. Alors sur l'avant, les rideaux, là c'est de l'aimant. Et alors tu vois, regarde, là quand tout, je vais l'ouvrir, mais je vais avoir un mal de chien à le refermer. Là tu vois ça, c'est collé avec du double face en fait. Là ça va, il s'aimante bien. Mais souvent je m'y reprends à une dizaine de fois pour pouvoir le faire aimanter correctement. Donc je pense qu'il faudrait que je trouve un système de fixation plus fiable que ce double face. Sache quand même, tu vois, le mien est en deux parties. Et maintenant, ils ne font plus qu'en une partie. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fragile. En fait, là, c'est l'exemple du truc en modernisant, ils ont fait vraiment quelque chose de vraiment cheap. Et du coup, c'est une galère, quoi. C'est une galère. Ça devient une galère. Pour tout le reste, pour tout ce qui est des commandes, de tout le reste, j'ai rien à dire. Tout est très solide, il n'y a rien de cassé. C'est vraiment... C'est du costaud, quoi. On va dire que ça tient bien dans le temps. Surtout que bon, bah, souvent les gens qui font du camping-car sont quand même relativement soigneux. Donc aucune plainte là-dessus. On est maintenant dans la salle à manger. Alors qu'est-ce que je peux dire? Je vais d'abord te parler du lit en capucine. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Franca? Ils t'ont mis un méga lit qui fait 150 et des bananes. Hein, il est plus large que la moyenne, parce que là, moi, j'ai mis un matelas de 140. Pourquoi j'ai mis un matelas de 140? J'ai enlevé les deux matelas qui faisaient parfaitement le contour de la capucine. La capucine est isolée. Hein, c'est un espèce de phénomène sandwich un peu, bon, qui isole. Mais il y a de la condensation. En fait, tu as énormément de condensation l'hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une déco à la couleur un peu, la magnifique couleur rouge, qui venait jusqu'à devant, qui se décollait, qui a été recollé plusieurs fois. Moi, j'ai tout viré, j'ai tout nettoyé. Et le matelas qui touchait la paroi, bah, il prenait toute la condensation, il le prenait, ce qui fait qu'il commençait à moisir. Donc, je l'ai dégagé. J'ai acheté un matelas de 140, beaucoup plus épais et beaucoup plus confortable. Et maintenant, bah, il fait plus à toute la largeur du véhicule, donc j'ai du jour des deux côtés, j'ai de l'espace, et j'ai de l'espace au fond. La petite chose que j'aurais aimé faire par la suite, c'est de faire passer une gaine en plastique par exemple avec des grilles et de faire souffler un chauffage pour pouvoir chauffer la capucine. C'est ce qui est fait par exemple sur les Laika, certains Knos aussi, c'est super bien fichu, on a une capucine chauffée, c'est vachement mieux. Et là, franchement, je trouve que c'est moyen. Franca n'a pas fait beaucoup de capucines, hein, ce qui explique peut-être cela. Mais ça, je pense que sur un véhicule haut de gamme, il devrait y avoir une capucine chauffée pour éviter la condensation, tout simplement. Un autre problème, les stores plissés. Les stores plissés, c'est beaucoup mieux que des stores tendus. Mais, voilà le mien.
Regarde, tu vois. Là, il gondole, il est plus vraiment droit. Ici, ça va, il est gaufré. Mais là, le gaufrage, on dirait qu'il s'est collé. Alors, je sais pas pourquoi. Regarde quand tu le rentres, ce que ça fait. Regarde, voilà, tu vois. Ça se rend. Alors ça c'est agaçant, tu vois, parce qu'il n'y a que celui-là qui me le fait. Les autres me le font pas, mais ça m'agace. Alors par la suite, bien sûr, je vais réparer, hein, parce que ça m'énerve. Et voilà. Mais ça c'est, on peut pas incriminer la marque, on peut pas dire. Mais ça c'est les stores qui existent sur tous les camping-cars. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Comme tu l'as remarqué, j'ai plein de serrures cassées. Alors j'en ai trouvé. Je les remplace maintenant avec ce type de serrure beaucoup plus solide, mais par contre, plutôt que d'appuyer seulement pour ouvrir, maintenant pour les verrouiller, tu fais ça. Et les déverrouiller, tu rappuies et tu ouvres, tu vois. Alors que les précédentes, tu appuies et tu ouvres. Le problème, c'est que c'est un plastique. On va te montrer ici, que tu verras mieux. C'est du plastique. Alors beaucoup de camping-cars sont équipés de la même chose. Et ce plastique finit par se fendre ici. Et du coup, ta serrure, elle marche plus. Ça finit par s'enfoncer. Tu finis par plus ouvrir ou tu es obligé d'ouvrir avec un tournevis. Moralité, tu es obligé de les changer. Et alors remettre la même chose, je trouve que c'est un peu dommage. Donc j'en ai racheté, il faut que je les monte. Hein, et puis ensuite, ça ira très bien. Autre problème, la table. Alors la table, qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu es un adepte des galipettes sur la table, je te le déconseille. Parce que la table, en fait, elle est fixée, le système donc, qui est coulisse, il est fixé sur 4 vis. Et tu te retrouves les 4 fers en l'air, un par terre. Donc ça, il faut oublier, excuse-moi pour la parenthèse. Autre chose, il faut vraiment qu'elle soit bien réglée. Alors qu'est-ce qui se passe ? Tu tires, tu vois, tu tires comme ça. Alors là, le problème, c'est que le frein, il finit par plus fonctionner, mais là, tu appuies sur le truc, tu tires. Et voilà, tu vois, et ensuite tu rentres le truc. Voilà. Et là, tu as une grande table. Donc c'est super bien fichu. L'idée, elle est magnifique et ça marche super bien. Sauf que quelquefois, ça se dérègle et du coup, ton plateau, tu es obligé de le monter à la main parce qu'il ne monte plus. Il est déréglé. Le renvoi qui aide au plateau, qui aide à monter le plateau, quelquefois, il se dérègle. Et puis bon, c'est un détail, hein. C'est pas très grave. Ça, et alors comme tu as des coulisses, tu as des rails qui sont dans le sol, quelquefois il rentre des choses dans le rail et puis ta table elle finit par plus glisser parce que tu vois elle glisse et tu peux la balancer jusqu'à là-bas au bout pour avoir vraiment un espace complet pour mettre un lit là. Tout ça, ça se transforme en lit. Donc voilà, ça c'est un détail, tu peux plus la pousser comme quand elle était neuve par le haut, tu es obligé de la pousser par le bas parce que, alors c'est pareil, il y a des réglages, il faut régler, faut que les rails soient bien nettoyés. Mais il rentre de la poussière dans les rails, hein. C'est un nid à poussière en fait. Hein. Tu as bien sûr les spots ici, là, qui sont un peu fragiles en fait. Celui-ci est d'origine, mais celui-ci je crois que j'ai déjà dû le remplacer. C'est pas super pratique. Hein. Je dois t'avouer que quelquefois ça... Sur tout ce qui est cuisine, il n'y a rien à dire. Tout est vraiment fait, le plan de travail. Si, quand même. Ici, tu vois, j'ai une partie. Ça, c'est les planches à découper qui viennent faire un couvercle. Ça fait un couvercle pour les éviers quand tu roules. Donc, tu les retournes, ça fait couvercle. Et là, il y a un rail. Seulement, ce rail, il est fixé dans un panneau creux. Ce panneau-là, c'est un panneau allégé. Dedans, c'est creux. C'est fixé dedans. Alors forcément, à bout d'un moment, le rail il commence à prendre du jeu, puis tes trucs qui sont droits là, ils finissent complètement en biais à 15 degrés ou 20 degrés. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'ai mis des vis à travers tout en fait. J'ai mis des vis à travers tout et depuis, je suis tranquille. Avec des grosses têtes bien plates, depuis je suis tranquille, ça bouge plus. J'ai fait ça depuis un bon moment, ça doit faire plus de 2 ans que c'est comme ça et ça n'a plus bougé. Au niveau de ma fameuse cloison mobile, tout est impeccable. Il faut quand même penser de temps en temps. Là, tu as des charnières, ici, tu vois, et j'ai dû remplacer des vis déjà, parce que quelquefois, ça prend du jeu. Alors c'est pareil, hein, les panneaux, c'est pas du bois plein non plus, hein, parce que si on mettait du bois plein partout, le véhicule, il passerait pas à 5 tonnes, hein, il serait bien plus élevé. Donc, ça, c'est à surveiller, parce que ta porte, elle finit par saigner, après, puis si tu la laisses saigner, c'est terminé. Hein. Donc moi, là, c'est bon, elle ferme bien, la cloison ferme bien et tout fonctionne bien, mais par contre, à surveiller. Au niveau du bac à douche, tu sais ce qui se passe. Hein. Au niveau du bac à douche, même si on est sur des anciennes générations, le bac à douche finit par se fendre à côté des bondes et
Du coup, ça te fait une fissure, et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, t'as la flotte qui rentre, et puis qui te pourrit le plancher. Donc, si tu te rends pas compte et que tu surveilles pas, moi, je surveille tout le temps, ça. C'est quelque chose que je surveille tout le temps, tout le temps. Donc, sitôt que je vois quelque chose, j'interviens, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai pas eu d'infiltration en dessous, tout est propre. Voilà, donc moi, je l'ai traité avec un water stop, hein. J'ai fait une vidéo, je sais plus où, je crois que tu pourras la trouver ici, où tu as même le lien du produit, je crois. C'est assez compliqué à mettre parce que c'est assez visqueux, mais une fois que tu l'as mis, t'es tranquille. Je pense que c'est à renouveler peut-être de temps en temps, mais moi, ça fait plus d'1 an que c'est comme ça et j'ai pas eu à y toucher. Pour le reste, j'ai rien à dire. Pour le reste, tout tient vraiment parfaitement bien. De temps en temps, tu changes une ampoule, mais ça, c'est normal. Au niveau de la chambre, alors, si, au niveau du plafond, en fait, je vais te montrer. Voilà, regarde. Ça, je trouve quand même, ça, tu vois. Ça, je trouve que pour un camping-car comme ça, c'est un peu scandaleux. C'est pour ça que... Enfin, scandaleux. Il est vieux, on peut pas non plus tout reprocher. On peut pas avoir un véhicule qui reste neuf toute une vie. Mais ça, c'est du papier, en fait. Hein. C'est du papier, ça se décolle, alors tu peux le recoller. Moi, j'ai acheté un... J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais j'ai acheté une espèce de toile d'habillage de pavillon, en fait, qui se colle avec une colle spéciale. Je vais tenter de faire. Parce que ça me plaît pas. Et alors autre chose, l'histoire de la structure en aluminium, ben ça fait, regarde, là je sais pas si tu vois bien, mais là c'est un peu plus foncé. En fait, nos corps rejettent beaucoup d'humidité. Donc cette humidité, ça crée une condensation. Alors comme là on a de l'aluminium, ben on n'a pas la mousse. On n'a pas la mousse, tu vois. C'est ça le problème. Et là, ça fait du pont thermique. Donc du pont thermique, qu'est-ce que ça fait? Ça noircit un peu le papier, très légèrement, très légèrement. Tu vois? Tu te retrouves avec le papier où tu vois où est la structure maintenant, alors que tu le voyais pas au début. Ça, je trouve aussi que c'est un peu moyen pour un véhicule comme ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois d'un revêtement spécial dans un camping-car, je me dis là, tu vois, c'est quand même plus chouette. Après, c'est sûr que si tu as une infiltration, comme moi je les ai eues, au niveau des lanterneaux, bah là, l'auréole, elle y est tout de suite. Hein. Quand tu as un revêtement comme ça, moussé, tu vois tout de suite les traces de précédentes infiltrations. Alors je dirais que des infiltrations sur des endroits comme ça, c'est pas très grave parce que tu les vois tout de suite. L'eau, elle coule sur le lit, tu peux pas te tromper là. Hein, là, tu es obligé de faire. Ça finit, ça remplit la gorge, là, ici, le store, et puis ça finit par déborder. En parlant de ça, justement, bah, je les ai remplacés il y a peu de temps. J'en ai remplacé quelques-uns parce que les ficelles, elles finissent par casser. Alors, c'est réparable, tu peux bidouiller, mais bon... J'ai remplacé, quoi. J'avais pas le courage d'aller bidouiller tout ça, et j'en ai acheté des neufs. Et je pense même que j'ai encore des lanterneaux sur lesquels j'avais mis du dip étanche. Le dip étanche, ça tient pas. Hein. Il faut le refaire tous les 6 mois, tous les ans. C'est pas du long terme, en fait. Donc, quand tu as un problème de lanterneau, tu peux mettre du dip étanche en attendant, mais ensuite, il faut réparer la fenêtre comme il faut. C'est-à-dire, il faut la sortir, il faut enlever le joint butyl, il faut remettre du joint butyl neuf et remettre. Mais moi, j'ai calculé quand même que le temps que je passais à nettoyer le butyl, même avec l'essence F, hein, parce qu'on m'a donné un tuyau, l'essence F, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire des abonnés qui m'ont donné ce tuyau. Mais malgré tout, tu as de toute façon la fenêtre qui est un peu opaque, qui a pris le soleil. Ça coûte 100 balles. Je pense qu'il vaut mieux changer carrément le lanterneau. Et surtout sur un engin de ce prix-là, enfin, un engin comme celui-là, je pense que... voilà, il vaut mieux changer le lanterneau complètement. C'est des problèmes, ça c'est étalé sur 3 années. 3 ans et demi même. Hein. Donc j'estime quand même, il n'y a rien qui s'est délabré, il n'y a rien qui est tombé. Bon, il y a des serrures cassées, il y a eu des bricoles, hein, mais il n'y a pas vraiment eu de gros problèmes comme on peut les trouver quelquefois sur d'autres véhicules. Alors, le Frankia, ben, il est très protégé en dessous, hein, tout le châssis, toute la partie plancher. C'est vraiment, voilà, t'as une feuille de plastique, mais de plastique un peu souple, tu sais, ce qui fait que les projections d'eau, il y en a pas. Après, ben, il peut y arriver des projections, des infiltrations d'eau par l'intérieur, par la douche, par exemple. Mais là, bon, à partir du moment où tu surveilles, ben, ça t'arrivera pas. Tu peux même faire un traitement préventif si tu veux pas avoir de soucis, parce que forcément, un véhicule qui a 10 ans. Alors il y a des bacs à douche qui sont mieux faits que d'autres, hein, quand même. Sur les Laika par exemple, on a un plastique qui est beaucoup plus souple
est beaucoup plus épais. Et surtout, le bac à douche est bien calé en dessous. Le problème, c'est que là, il y a beaucoup de porte-à-faux, il y a beaucoup de partie du bac à douche qui est dans le vide. Il n'y a pas de structure en dessous. Donc forcément, avec le poids, ça finit par travailler. Donc je pense ne rien oublier. Oui, un petit truc agaçant aussi, c'est au niveau de la capucine, tu as des vérins en fait pour soulever la capucine. Bon, moi il a sans avoir la télé en dessous, rien du tout, il a lâché quasiment tout de suite, il avait dû être réparé plusieurs fois. En fait c'est vissé dans la structure, mais ça bouge sans arrêt, ça se casse la gueule et puis le vérin finit par plus faire son travail. Donc si tu soulèves la partie capucine pour pouvoir rentrer, comme c'est prévu pour, hein, c'est prévu pour être soulevé, bah, il vaut mieux l'attacher. Moi j'avais fait des petits supports justement pour éviter de fragiliser ce que j'avais réparé, mais ça a relâché. Du coup moi ça reste tout le temps en bas, ça monte plus parce qu'en plus j'ai monté un matelas qui n'est pas séparé en deux parce que tu dors super mal. Hein. Dans le matelas d'origine, c'est 2 matelas en fait. Et au milieu, tu as un creux. Et à chaque fois, quand tu te réveilles, tu es dans le creux. Alors tu dors mal, tu as le sommier dans le dos et tout, c'est vraiment pénible. Donc c'est vrai que ce matelas, ça m'a quand même changé la vie. C'est beaucoup plus confortable. Voilà la famille. Alors franchement, il y aurait des améliorations à faire. Il y en aurait plein en fait. Il y a plein de choses que tu peux améliorer dans ce véhicule pour le rendre vraiment parfait. Déjà rien que la couleur des tissus. Alors il y en a qui aiment bien. Je me suis habitué maintenant. Hein. C'est vrai que ça fait son charme. Mais bon, voilà, il y a pas mal de petites choses où tu pourrais faire quelque chose de mieux, je pense. Ouais. Mais dans le lot, ils s'en tirent pas trop mal. Alors il y en a qui vont lever les bras au ciel, ils vont dire oh là là, tous les problèmes, machin. Mais oui, mais il faut t'y habituer, hein, parce que le camping-car c'est comme ça. Hein. Il y a souvent des problèmes. Alors la plupart, ceux qui achètent des véhicules neufs, bah, c'est de garage, ça part au garage, et c'est normal, parce que c'est garanti. Mais après, sorti de la garantie, je pense que les véhicules récents, là, tous les véhicules qui sont sortis, même les véhicules qui ont 4-5 ans, à mon avis, les problèmes doivent être bien plus lourds que ceux que moi j'ai rencontrés dans ce véhicule. Voilà pour ce petit récapitulatif de ce qui m'est arrivé pendant ces 3 ans et demi. C'est somme toute pour moi pas grand chose, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui bricole pas du tout, ça peut poser quelques problèmes. Alors il faut considérer aussi que moi je suis tous les jours dans ce véhicule, c'est ma maison et j'y vis toute l'année en fait. Hein. Quelques rares exceptions où je vais dormir chez Eva, mais c'est très rare. Hein, ça fait une journée de temps en temps. La plupart du temps, je suis dans ce camping-car. Donc forcément, il est utilisé comme une maison. Alors, pour avoir eu aussi une maison, je sais que j'étais souvent dans les travaux, j'étais souvent dans les réparations, il y avait toujours un petit quelque chose à faire. C'est vrai qu'on s'y attend moins dans un camping-car parce que c'est plus petit, mais ça reste néanmoins quelque chose qu'il faut suivre. Même si tu as bien acheté ton camping-car et que tu achètes un bon modèle, réputé fiable, tu auras quand même ce type de problème en fait. Ça peut arriver en effet, surtout quand tu t'en sers tous les jours d'une manière un peu extrême avec même des enfants quelquefois, parce que les enfants ça casse aussi. Voilà la famille. Alors on m'a posé la question, il y a une personne qui m'a posé la question, même plusieurs personnes qui nous ont posé la question de savoir si on serait au VDL, une autre personne qui nous a posé la question de savoir si on serait éventuellement au salon de Nice. On ne sera pas sur les salons cette année, hein. La situation fait que on ne fréquentera pas les salons. Voilà, on verra l'année prochaine si la situation s'arrange, si la situation s'améliore. Pour cette année, nous on boycotte un peu excusez-nous, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on boycotte les endroits où on nous demande un pass sanitaire en fait, parce qu'on estime que rentrer avec un laissez-passer, c'est un peu bizarre quand même. Voilà, ça nous dérange un peu. Voilà la famille. Je te dis, passe une bonne fin de semaine. Alors peut-être, pas sûr. Peut-être il y aura une autre vidéo avant la fin de la semaine. Je vois un camping-car jeudi après-midi. Tu verras ce que c'est. C'est un camping-car qui est très très récent. On l'aura peut-être, je te le mettrai peut-être vendredi. Tu l'auras peut-être vendredi dans une vidéo, tout simplement. Ciao la famille. Passe une bonne soirée. Ciao.